Et si je vous disais qu'une simple croyance que vous tenez pour une vérité absolue en matière de droit pourrait en réalité vous mener directement derrière les barreaux? Cela ressemble à un pitch de thriller, mais c'est pourtant une dure réalité pour des milliers de personnes piégées par des mythes juridiques. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 50 idées fausses les plus dangereuses concernant la loi, des croyances qui peuvent littéralement vous coûter votre liberté. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez comment éviter de tomber dans un piège juridique par simple méconnaissance et ce que dit vraiment la loi. Au fait, quel est le mythe juridique le plus dingue que vous ayez entendu dans votre vie? Laissez un commentaire dès maintenant, avant même de commencer. On verra s'il correspond à notre liste. Mais d'où viennent ces mythes, d'ailleurs? Essentiellement de deux sources, le cinéma et le bouche à oreille. Les blockbusters hollywoodiens et les séries policières ont créé dans nos esprits tout un tas de lois cinématiques qui sont dramatiquement efficaces, mais n'ont rien à voir avec la réalité. Le policier qui pénètre dans une maison sans mandat en criant « J'ai une cause probable » ou l'avocat qui trouve la preuve cruciale à la dernière minute en hurlant « J'objecte ». Tout cela, ce sont des scènes spectaculaires, mais totalement inventées. La deuxième source, ce sont les conseils des amis, des connaissances et des forums en ligne, où tout le monde se prend pour un expert en jurisprudence. Un avocat que je connais m'a dit que cette phrase est souvent le point de départ de gros problèmes. Dans cette vidéo, nous allons séparer le bon grain de l'ivraie et vous armer de connaissances réelles, car dans le monde de la loi, l'ignorance n'exonère jamais de la responsabilité, mais l'erreur et le mythe, eux, peuvent aggraver votre situation. Commençons par le grand classique que nous avons tous vu 1000 fois dans les films hollywoodiens. C'est le mythe selon lequel si, lors de votre interpellation, on omet de vous lire vos droits, alors c'est terminé, l'affaire est automatiquement annulée au tribunal. Ça sonne un peu comme la baguette magique qui résout tous les problèmes, n'est-ce pas? Beaucoup de gens croient sincèrement que c'est leur atout maître, leur joker ultime. Mais la réalité, comme toujours, est bien plus prosaïque et surtout bien plus stricte. Dans la législation de nombreux pays, y compris la Russie, la procédure de notification des droits est certes essentielle, mais son non-respect n'entraîne pas un abandon automatique des poursuites. C'est simplement une irrégularité de procédure. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que les preuves obtenues de vous après votre arrestation et avant qu'on vous ait clairement expliqué vos droits, par exemple vos aveux, peuvent potentiellement être jugées irrecevables par le tribunal. Mais attention, cela n'annule pas toutes les autres preuves accumulées contre vous. S'il y a des témoignages, des enregistrements vidéo, des résultats d'expertise, tout cela reste dans le dossier. Votre liberté est toujours en grand danger. Croire à ce mythe peut vous donner un faux sentiment de sécurité, vous poussant à être négligent dans vos paroles ou vos actions juste après l'arrestation. Imaginez la scène. À l'écran, les flics oublient de lire les droits et le méchant arbore un sourire narquois. Ensuite, nous faisons une transition rapide vers la réalité juridique. Le mot « aveu » est barré d'un grand trait rouge, mais les mots « vidéo », « témoin » et « indice » restent encerclés en vert. Passons maintenant à une autre idée dangereuse, celle selon laquelle la police ne peut absolument pas entrer chez vous ou fouiller votre véhicule sans un mandat. Ce mythe est basé sur le principe de l'inviolabilité du domicile, et il est en partie vrai. Mais, comme souvent, le diable est dans les détails. La loi protège bel et bien votre espace privé, mais il existe de nombreuses exceptions dont on ne vous parlera jamais dans les films. Par exemple, si un agent voit clairement qu'un crime est en cours depuis l'extérieur, ou s'il entend des cris appelant à l'aide, il a le droit d'entrer immédiatement sans mandat pour mettre fin à l'infraction ou porter secours. On appelle cela les circonstances urgentes ou flagrantes. Il en va de même pour votre voiture. Si l'agent a des raisons valables de croire à la présence d'outils criminels, de drogue ou d'objets volés dans votre véhicule, il est autorisé à procéder à une fouille sur place. C'est le cas par exemple si l'intérieur sent clairement des substances illicites ou si une arme est visible sur un siège. Croire en une inviolabilité absolue sans mandat pourrait vous pousser à entraver de manière agressive une intervention policière légitime, ce qui en soi est une infraction grave
pouvant aller jusqu'à l'accusation pénale pour résistance ou outrage à l'autorité. Visuellement, imaginez une icône de mandat avec un cadenas fermé, des icônes d'exception, cris de détresse, armes visibles, poursuites apparaissent et le cadenas s'ouvre. Mythe numéro 3. Je peux refuser l'alcotest sans craindre de graves conséquences. Certains conducteurs s'imaginent qu'en refusant de souffler dans le ballon ou de se soumettre à un examen médical, ils échapperont aux sanctions, faute de preuves directes d'ivresse. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses que l'on puisse commettre au volant. Dans la législation de la plupart des pays, le simple refus de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie est considéré comme une infraction extrêmement grave. En fait, ce refus équivaut ni plus ni moins à un aveu de culpabilité. Les sanctions prévues pour ce refus sont exactement les mêmes que celles encourues pour conduite en état d'ivresse, une amende salée et le retrait du permis de conduire pour une longue période. Autrement dit, en refusant, vous ne faites pas qu'éviter la punition, vous la garantissez, même si vous étiez parfaitement sobre. Pourquoi cette règle ? Elle vise à empêcher les conducteurs ivres de gagner du temps en attendant que l'alcool se dissipe de leur organisme. Par conséquent, si vous êtes certain de votre sobriété, refuser l'examen est la pire des stratégies. Croire en ce mythe pourrait vous coûter votre permis et des milliers d'euros. Imaginez 2 plateaux de balance. D'un côté, passez le test. Les résultats sont doubles. Sobre égale aucune conséquence ou ivre égale retrait de permis. De l'autre côté, refusez le test. Le résultat est unique et sans appel. Retrait de permis garanti. La 4e idée reçue est la suivante. Qui ne dit mot, consent. Cette maxime populaire que nous entendons depuis l'enfance ne s'applique pas dans le domaine juridique et peut même être dangereuse. En droit pénal, vous avez le droit absolu de garder le silence afin de ne pas témoigner contre vous-même. Le fait que vous vous taisiez lors d'un interrogatoire ne peut en aucun cas être interprété comme un aveu de culpabilité. C'est en revanche beaucoup plus complexe en droit civil et administratif. Si vous recevez une lettre officielle, une mise en demeure ou une notification et que vous choisissez de l'ignorer, votre silence pourrait être interprété comme une acceptation des faits ou des exigences formulées. Par exemple, si votre co-contractant vous adresse un procès-verbal de réception des travaux et que vous ne le signez pas, ni n'envoyez un refus motivé dans le délai imparti, le juge pourrait considérer que vous avez accepté les travaux sans réserve. De même, si un service en ligne modifie ses conditions générales d'utilisation, les CGU, et vous en informe, mais que vous continuez à utiliser le service sans émettre d'objection, vous êtes réputé avoir accepté les nouvelles règles. Croire qu'il suffit de se taire pour que le problème se résolve de lui-même mène trop souvent à des procès perdus et à d'importantes pertes financières. Pour l'illustrer, imaginez cette situation. Un homme reçoit une lettre intitulée « Mise en demeure », la jette à la poubelle et hausse les épaules. Au cadre suivant, un juge, frappant son marteau, prononce un verdict en sa défaveur. 5e mythe, si j'efface des fichiers de mon ordinateur ou si je formate le disque, personne ne retrouvera jamais rien. À l'ère du numérique, beaucoup croient qu'un simple clic sur la touche « Supprimer » ou un formatage rapide suffit à faire disparaître définitivement des informations compromettantes. C'est une erreur extrêmement dangereuse. Lorsque vous supprimez un fichier, le système d'exploitation ne l'efface pas réellement du support physique. Il se contente de marquer l'espace qu'occupait ce fichier comme étant disponible pour de nouvelles données. Le fichier lui-même, composé de 0 et de 1, reste intact sur le disque jusqu'à ce qu'une nouvelle information vienne l'écraser. Les services de police scientifique disposent de logiciels spécialisés capables de récupérer ces données, dites effacées, avec une facilité déconcertante. Même un formatage de disque, surtout s'il est rapide, ne garantit pas la destruction totale de l'information. Il existe des méthodes d'analyse forensique sophistiquées qui peuvent restaurer des données, même après plusieurs cycles de réécriture. Tenter de dissimuler des preuves de cette manière est non seulement inefficace, mais cela peut également être interprété comme une entrave à la justice, ce qui constitue une infraction distincte et aggraverait sérieusement votre situation. Visuellement, on pourrait représenter cela ainsi. Une animation où le fichier est placé dans la corbeille est vidée, mais sous la surface du disque dur
ce fichier demeure tel un fantôme numérique qui est ensuite mis en évidence par le logiciel de récupération. La sixième idée reçue, ancrée dans l'adage « ma maison est mon château », est la suivante: je peux faire absolument tout ce que je veux chez moi. Le droit à l'inviolabilité du domicile est certes l'un des droits fondamentaux, mais il n'est pas absolu. Votre liberté s'arrête là où commence l'atteinte aux droits d'autrui et le non-respect de la loi. Vous ne pouvez pas écouter impunément de la musique à plein volume au milieu de la nuit, violant la loi sur le tapage nocturne et perturbant la tranquillité de vos voisins. Vous n'avez pas le droit de transformer votre appartement en lieu de débauche, en laboratoire de production de substances illicites ou en arsenal d'armes. Si vos actions représentent une menace pour les autres, par exemple, si vous entreprenez une rénovation dangereuse susceptible de provoquer l'effondrement de l'immeuble, ou si vous laissez l'insalubrité menacer la copropriété entière, alors les autorités ont toute légitimité à intervenir. La police peut pénétrer chez vous sans mandat s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'un crime y est commis. Croire que les murs de votre appartement vous confèrent une immunité totale face à la loi mène tout droit à de lourdes amendes, à des travaux d'intérêt général, voire, dans les cas les plus extrêmes et les plus malveillants, à une expulsion par décision de justice. Pour visualiser cela, imaginez une coupe transversale d'un immeuble. Dans un appartement, une personne lit tranquillement un livre, tout va bien. Dans l'autre, la musique bat son plein et des ondes sonores, représentées par des lignes rouges, percutent le mur du voisin qui, furieux, est en train d'appeler la police. Le septième mythe, souvent brandi lors de débats houleux ou de conflits, est celui-ci. La phrase « c'était juste une blague » serait une protection universelle contre les accusations de menaces ou d'insultes. Beaucoup pensent qu'ajouter cette formule après une remarque agressive les dédouane de toute responsabilité. C'est faux. La loi n'évalue pas vos intentions, mais la manière dont vos paroles ont été perçues par la victime et si elles pouvaient être raisonnablement considérées comme une menace réelle. Si vous décrivez en détail comment vous allez nuire à une personne, à sa santé ou à ses biens, et que la victime a des raisons légitimes de craindre la mise à exécution de cette menace, cela peut être suffisant pour l'ouverture d'une procédure pénale. Le tribunal analysera le contexte, le ton de la conversation, votre relation avec la victime, votre réputation. La simple mention « c'était une blague » ne sera pas votre bouée de sauvetage si l'ensemble des circonstances indique que vos intentions étaient sérieuses. Il en va de même pour les insultes, surtout si elles sont publiques ou diffusées sur Internet. Si vous portez atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne de manière indécente ou vulgaire, invoquer l'humour ne vous sauvera pas d'une action en justice pour diffamation, ni même de sanctions administratives. Imaginez ce scénario visuel. Un utilisateur envoie à un autre des menaces effrayantes dans un chat, puis ajoute à la fin un smiley et un « je rigole, bien sûr ». Le juge examinera cette capture d'écran, secouera la tête et prononcera un verdict de culpabilité. Huitième idée reçue. Qui trouve, garde, ou c'est à moi puisque je l'ai trouvé. Ce proverbe enfantin n'a absolument rien à voir avec le code civil. Si vous trouvez un portefeuille, un téléphone ou tout autre objet de valeur dans la rue, vous n'en devenez pas automatiquement le propriétaire. La loi vous impose de prendre des mesures pour retrouver son légitime propriétaire. Vous devez déclarer cette trouvaille à la police, à la gendarmerie ou à la mairie. Si l'objet est trouvé dans les transports ou dans un lieu privé, comme un café ou un commerce, vous devez le remettre au responsable de l'établissement ou à un représentant du propriétaire des lieux. L'appropriation d'un objet trouvé, surtout si vous connaissiez ou auriez pu facilement identifier le propriétaire sans le faire, peut être qualifiée de délit. Par exemple, si le portefeuille contenait des papiers d'identité ou des cartes bancaires permettant de retrouver aisément le propriétaire et que vous avez simplement gardé l'argent pour vous, cela constitue une infraction pénale. Vous avez le droit de réclamer une récompense pour la trouvaille, pouvant aller jusqu'à 20% de la valeur de l'objet. Mais attention, cela n'est valable que si vous avez agi conformément à la loi et restitué l'objet à son propriétaire. Croire que cet objet vous appartient automatiquement risque de vous faire passer du statut de citoyen honnête à celui de délinquant. Illustration. Une personne trouve un téléphone sur un banc.
Deux choix apparaissent au-dessus de sa tête, l'icône du commissariat, le bon chemin, et l'icône de la poche, le mauvais chemin, qui mène aux menottes. Le 9e mythe, et non des moindres, est l'un des plus périlleux. Il concerne la légitime défense. L'idée reçue est que, si je suis attaqué, j'ai le droit d'employer n'importe quelle force pour assurer ma protection. La notion de légitime défense est certes reconnue par la loi, mais elle est strictement encadrée par la notion d'excès de légitime défense. En d'autres termes, la riposte doit être strictement proportionnelle à l'attaque. Si vous êtes agressé à main nue, mais que vous sortez un couteau ou une arme à feu pour riposter, cela sera très probablement considéré comme un dépassement des limites de la légitime défense. Vous risqueriez alors de vous retrouver vous-même sur le banc des accusés pour coups et blessures graves, voire pour homicide. La loi exige que la menace soit réelle et actuelle. Autrement dit, l'agression doit être en cours au moment de la riposte. Il n'est pas permis de se venger de l'agresseur une fois que le conflit est terminé. Dans ce cas, il ne s'agit plus de légitime défense, mais d'un crime intentionnel. La jurisprudence sur ces affaires est extrêmement complexe, et la ligne de démarcation entre une défense légale et un acte criminel est incroyablement mince. Chaque situation est examinée au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances, le rapport de force, le lieu, le moment et la nature exacte de la menace. Croire que vous avez carte blanche pour user de toute violence en réponse à une agression est un aller simple pour la prison. Imaginez visuellement une balance. Sur un plateau, le poing de l'agresseur représentant la menace. Sur l'autre, le poing de la victime représentant la riposte proportionnelle. Maintenant, visualisez une seconde balance. Sur un plateau, un poing et sur l'autre, un pistolet. Ce plateau s'écrase immédiatement, déséquilibrant et brisant la balance. Le 10e mythe, très répandu dans le monde des affaires et même dans la vie de tous les jours, c'est celui-ci. Un accord verbal a la même valeur qu'un contrat écrit. Les gens disent souvent « mais on s'était mis d'accord, il m'a donné sa parole ». Malheureusement, devant un tribunal, la parole seule pèse très peu si elle n'est pas étayée par des preuves écrites. Pour de nombreux types de transactions, la loi exige même expressément une formalité écrite. Prenons quelques exemples. Un contrat de prêt au-delà d'un certain seuil, un bail d'une durée supérieure à 1 an, ou encore l'achat et la vente de biens immobiliers. Tout cela doit impérativement être consigné sur papier. Même quand la loi n'exige pas de contrat, prouver les termes d'une transaction orale devant la justice est extrêmement ardu. Vous aurez besoin de témoins, d'enregistrements audio, dont la légalité peut être contestée, ou de preuves indirectes, comme des échanges de courriel ou de SMS. Si votre opposant se contente de dire « je n'ai jamais rien promis » et que vous n'avez que votre parole contre la sienne, le juge rejettera très probablement votre demande. Se fier uniquement à des promesses orales, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, de biens ou d'engagements importants, représente un risque colossal. La règle est simple, tout accord important doit être formalisé par écrit, signé par les parties, et détailler toutes les conditions essentielles. Visuel. Gros plan sur 2 personnes qui se serrent la main au-dessus d'une table. La scène passe ensuite à une salle de tribunal où l'un des deux est désemparé devant le juge, tandis que l'autre affiche un sourire narquois. 11e idée reçue. Si j'ignorais la loi, je ne peux pas être sanctionné. C'est l'un des principes fondamentaux du droit qui se formule ainsi. Nul n'est censé ignorer la loi. L'État part du principe que tous les citoyens connaissent ou devraient connaître les lois qui ont été publiées. Dès lors qu'un texte est officiellement promulgué, on considère que l'ensemble de la population en est avisée. Vous ne pouvez pas vous présenter devant un juge et dire « Votre honneur, j'ignorais qu'un excès de vitesse de 50 km/h entraînait un retrait de permis » ou « Je ne savais pas que le téléchargement illégal était passible d'une amende ». Cet argument sera tout simplement rejeté. Bien sûr, il existe des nuances liées à l'intention. Pour certaines infractions pénales, il faut prouver que l'individu a agi délibérément en étant conscient du caractère illégal de ses actes. Mais dans la majorité des cas, et particulièrement en droit administratif, amende, code de la route, fiscalité, votre niveau de connaissance juridique n'a aucune importance. Vous commettez une infraction, vous en subirez les conséquences.
Adopter cette position passive du type « je ne suis pas juriste, ça ne me concerne pas » peut donc vous coûter très cher. Idée visuelle. Imaginez une personne les yeux bandés traversant un champ de mines. Sur chacune d'elles est inscrit un article de loi. Elle marche sur l'une d'elles, l'explosion retentit et une inscription apparaît. L'ignorance n'est pas une excuse. Le 12e mythe, mon passeport me protège, les lois locales ne me concernent pas. C'est une erreur potentiellement dramatique, autant pour les touristes que pour les expatriés. Dès l'instant où vous pénétrez sur le territoire d'un État étranger, vous êtes soumis à sa juridiction et devez impérativement respecter ses lois, quel que soit votre passeport. Votre citoyenneté ne vous confère aucune immunité. Si vous commettez une infraction, vous serez jugé selon le droit local, un droit qui peut être radicalement différent de celui auquel vous êtes habitué. Ce qui est considéré comme une simple broutille ou une contravention dans votre pays d'origine peut, ailleurs, être un crime grave passible de lourdes sanctions. Les exemples classiques abondent. Pensez aux législations strictes sur l'alcool dans les pays musulmans, aux peines très sévères pour l'importation de certains médicaments à Singapour ou en Thaïlande, ou encore aux règles de conduite très rigides dans les espaces publics. La seule et unique exception, c'est l'immunité diplomatique, mais celle-ci est réservée à un cercle extrêmement restreint de personnes. Un touriste ou un employé lambda n'en bénéficie absolument pas. Avant tout voyage, il est absolument vital d'étudier les lois fondamentales et les coutumes locales afin qu'un geste anodin ne vous conduise pas à une interpellation et à de longues poursuites judiciaires dans un pays étranger. Illustration, imaginez un touriste traversant une frontière sur une carte du monde. Ses vêtements, qui symbolisent les lois de son pays d'origine, sont immédiatement remplacés par la tenue locale. Au-dessus de sa tête, un livre des lois apparaît, portant l'inscription « Loi locale ». 13e mythe, j'ai payé mes impôts, l'État n'a plus rien à me demander. Certes, payer ses impôts est l'une des principales obligations du citoyen, mais c'est loin d'être la seule. L'État encadre une multitude d'autres domaines de la vie. Il y a le service national, le devoir de respecter les lois et le code de la route, les normes sanitaires et environnementales, l'obligation d'assurer une éducation à ses enfants, et bien d'autres choses encore. De plus, au-delà des impôts, il existe d'autres prélèvements obligatoires, les taxes, les droits de douane ou de timbre, et les cotisations sociales, que ce soit pour la retraite ou l'assurance maladie obligatoire. Croire que le paiement ponctuel de vos impôts vous donne une sorte d'indulgence pour tout le reste est fondamentalement faux. Vous pouvez être un contribuable exemplaire tout en écopant d'une amende colossale pour mauvais stationnement, en étant poursuivi pour trouble à l'ordre public ou en faisant face à une action en justice de la part de vos voisins pour des dommages causés. L'État est un système complexe de règles et d'obligations. Les impôts n'en constituent qu'une partie, certes essentielle, mais seulement une partie. On pourrait visualiser cela comme l'arbre des devoirs du citoyen. Le tronc est la Constitution. L'une des grosses branches est celle des impôts, mais le tronc donne naissance à d'autres branches majeures, le respect des lois, la défense de la patrie, le devoir d'éducation et la protection de l'environnement. La 14e idée reçue porte sur l'univers des réseaux sociaux, l'idée que Internet est une zone de non-droit où je peux tout écrire au nom de la liberté d'expression. Si la liberté d'expression est un droit fondamental, elle n'est jamais absolue. Elle s'arrête là où commence la diffamation, les injures, l'incitation à l'extrémisme, l'appel à la haine ou la propagation de fausses nouvelles. Internet n'est pas une zone franche. Tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, les forums ou dans les commentaires peut avoir de réelles conséquences judiciaires. Une publication portant atteinte à l'honneur et à la dignité d'autrui peut entraîner une plainte et une demande de réparation pour préjudice moral. Un simple repartage ou même un « j'aime » sous un contenu à caractère extrémiste peut vous valoir d'être poursuivi pénalement. La diffusion d'informations manifestement fausses et préjudiciables à la société engage une responsabilité sérieuse. Il est crucial de comprendre que votre page sur les réseaux est un espace public et que vous en êtes l'éditeur. L'anonymat en ligne est très relatif. Les forces de l'ordre peuvent, si nécessaire,
identifier l'auteur de quasiment n'importe quelle publication. Avant de publier quoi que ce soit sous le coup de la colère, demandez-vous si vous êtes prêt à assumer vos propos devant un tribunal. Idée visuelle. Une personne tape un commentaire virulent sur son ordinateur portable. Des fils numériques s'échappent de l'écran, menant directement à une salle d'audience où ce commentaire est lu comme pièce à conviction. 15e mythe, pas de corps, pas de crime. Ce sombre aphorisme, souvent relayé dans les fictions policières, induit en erreur, il laisse croire qu'il est impossible de prouver un meurtre si le corps de la victime n'est pas retrouvé. C'est totalement faux. Grâce à la criminalistique moderne et à la jurisprudence actuelle, les tribunaux peuvent prononcer des condamnations pour homicide, même en l'absence du corps de la victime. L'accusation repose alors sur un ensemble de preuves circonstancielles. De quoi s'agit-il concrètement? Citons, par exemple, les témoignages oculaires d'une dispute ou d'un enlèvement, les données de géolocalisation ou de téléphonie qui placent la victime et le suspect au même endroit, la présence de traces de sang de la victime dans le véhicule ou au domicile du suspect, des enregistrements de caméras de surveillance ou encore la tentative par le suspect d'utiliser la carte de crédit ou le téléphone de la victime après sa disparition. Lorsque l'ensemble de ces indices et d'autres preuves s'assemblent pour former un tableau unique, solide et non contradictoire, démontrant qu'un meurtre a été commis par une personne spécifique, le tribunal est en mesure de prononcer une condamnation. Croire en ce mythe donne au criminel un faux sentiment d'impunité et les pousse souvent à commettre une erreur fatale. Suggestion visuelle, montrer un puzzle. Au centre, il manque une pièce étiquetée « le corps ». Mais tous les autres morceaux, les témoins, l'ADN, la vidéo et le mobile, sont déjà assemblés et révèlent sans équivoque la scène du crime. 16e idée reçue, j'ai le droit d'enregistrer n'importe qui en audio ou en vidéo sans son consentement. À l'ère des smartphones où nous avons tous un appareil d'enregistrement dans la poche, cette question est devenue particulièrement pertinente. La loi trace ici une ligne très mince. Si vous enregistrez une conversation à laquelle vous participez, et ce, pour protéger vos droits, par exemple pour prouver des menaces ou les termes d'un accord oral, cet enregistrement est, dans la majorité des cas, considéré comme légal. Une telle preuve peut être recevable devant les tribunaux. En revanche, si vous enregistrez secrètement une conversation entre d'autres personnes et dont vous n'êtes pas partie prenante, cela peut être considéré comme une violation de la vie privée, ce qui est passible de poursuites pénales. Il en va de même pour l'enregistrement vidéo. Filmer dans un lieu public est généralement autorisé, mais si vous filmez délibérément la vie privée d'une personne chez elle, en empiétant sur son intimité, c'est illégal. De plus, la publication d'un enregistrement audio ou vidéo montrant une personne sans son accord peut également porter atteinte à ses droits, surtout si l'objectif principal de la publication est de révéler des détails de sa vie privée. Il existe des exceptions, par exemple dans le cadre d'enquêtes journalistiques ou lorsque le tournage est manifestement d'intérêt public. Mais pour le citoyen lambda, la règle est simple. Enregistrez votre propre conversation, oui. Enregistrez celle des autres, non. Publiez l'image d'une personne sans son consentement, faites preuve d'une extrême prudence. Visuellement, l'icône d'un magnétophone. Une flèche part vers une scène où deux personnes parlent, tandis qu'une tierce personne les enregistre secrètement. Croix rouge. Une autre flèche pointe vers une scène où l'un des participants tient lui-même l'appareil d'enregistrement. Coche verte. 17e mythe. Si un magasin affiche un prix incorrect, c'est-à-dire trop bas, il n'est pas tenu de me vendre l'article à ce tarif. Beaucoup d'entre nous ont déjà été confrontés à cette situation. Le prix est un certain montant en rayon, mais un prix plus élevé était scanné à la caisse. Le vendeur allègue généralement une simple erreur et vous demande de payer le prix fort. Cependant, du point de vue du droit de la consommation, l'étiquetage en magasin constitue une offre de vente ferme. Cela signifie que le magasin s'engage à conclure le contrat de vente exactement aux conditions, y compris le prix, indiqué sur l'étiquette. Le magasin ne peut plus se rétracter de cette offre.
Votre droit, en tant que consommateur, est d'exiger l'achat de l'article au prix que vous avez vu affiché. Si le vendeur refuse, vous devez prendre l'étiquette et le produit en photo comme preuve et déposer une réclamation officielle auprès des autorités compétentes, comme la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La plupart du temps, dès que le vendeur comprend que vous connaissez vos droits, l'article vous sera vendu au prix affiché initialement. Les magasins préfèrent éviter les litiges et les amendes potentielles qui s'ensuivraient. Croire qu'une erreur d'étiquetage n'engage à rien prive en réalité le consommateur de la possibilité d'économiser et de faire valoir ses droits légaux. Pour illustrer la situation, un client à la caisse montre à l'hôte de caisse une photo du prix sur son téléphone. L'employé fronce d'abord les sourcils, puis soupire et scanne finalement l'article au prix le plus bas. 18e idée reçue, on ne peut pas me licencier tant que je suis en arrêt maladie ou en congé. Cette affirmation est globalement juste, mais comme souvent en matière de droit, elle comporte des exceptions majeures. Le Code du travail français interdit effectivement de licencier un salarié à l'initiative de l'employeur pendant son arrêt maladie ou ses congés payés. C'est une mesure de protection essentielle pour empêcher les employeurs de mauvaise foi de se débarrasser d'un collaborateur lorsqu'il est le plus vulnérable. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux ruptures de contrat qui ne sont pas initiées par l'employeur. La principale exception concerne la liquidation de l'entreprise ou la cessation d'activité de l'employeur. Si la société ferme, tous les salariés seront licenciés, y compris ceux qui sont en arrêt ou en vacances. Bien entendu, ces procédures doivent respecter toutes les obligations légales, notamment le versement des indemnités de licenciement. Le licenciement est également possible si votre contrat à durée déterminée ou CDD arrive à échéance pile pendant votre période de maladie ou de congé. Dans ce cas, le contrat prend simplement fin de lui-même et n'est pas renouvelé. Croire en une invulnérabilité absolue durant un arrêt maladie, c'est se préparer à être pris au dépourvu. Imaginez un calendrier où vos jours de congé ou d'arrêt maladie sont recouverts d'un champ de protection. Soudain, un énorme tampon, liquidation, apparaît et déchire cette barrière. Le 19e mythe, si j'ai trouvé une faille dans la loi, je peux l'exploiter, et cela restera légal. Les gens évoquent souvent des vides ou des brèches dans la législation, estimant que si une action n'est pas expressément interdite, alors elle est autorisée. Ce principe est bien réel, mais il ne constitue en aucun cas un droit à l'abus. Les tribunaux et les autorités d'application de la loi n'évaluent pas seulement la conformité formelle de vos actions à la lettre du droit, mais également leur esprit et leur objectif. Si vous utilisez des échappatoires formels pour atteindre un but manifestement illégal, par exemple l'évasion fiscale ou la tromperie de vos partenaires contractuels, vos actions pourraient être jugées de mauvaise foi. Il existe la doctrine de la fraude à la loi où des actions formellement légales sont, dans leur ensemble, orientées vers l'atteinte d'un résultat illicite. Dans ce cas, le tribunal peut vous refuser la protection de votre droit et appliquer les conséquences qui auraient découlé d'une action directement illégale. Par exemple, si vous mettez en place une chaîne d'opérations fictives dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal indu, l'administration fiscale est en droit de requalifier ces transactions et de procéder à un redressement. Tenter de contourner le système en s'appuyant sur des lacunes formelles se solde souvent par des ennuis bien plus importants. Voici une image simple. Quelqu'un voit une brèche dans la clôture marquée de la loi et s'y faufile. Sauf que de l'autre côté, l'attend déjà le juge, prêt à brandir le panneau « Abus de droit ». 20e mythe. Un policier doit toujours être en uniforme. Beaucoup de gens pensent que si quelqu'un en tenue civile les aborde et se présente comme policier, ils peuvent l'ignorer, voire lui résister, sous prétexte qu'il ne serait pas en service. C'est une erreur grave. Les fonctionnaires de police, en particulier les enquêteurs de la police judiciaire, travaillent souvent en civil pour mener à bien leur mission, par exemple lors d'opérations de surveillance ou d'enquête. Un policier est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même sans uniforme, ces demandes légales sont obligatoires. Bien sûr, vous avez l'absolu droit d'exiger qu'il vous présente sa carte professionnelle afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un représentant de l'autorité et non d'un escroc.
Vous devez examiner attentivement cette carte. Vous pouvez même appeler le poste de police le plus proche pour confirmer l'identité de l'agent. Mais une fois que son identité est établie, vous êtes tenu d'obéir à ses ordres légaux. Le refus d'obtempérer ou la résistance entraîneront les mêmes conséquences légales que si l'agent était en uniforme. Idée visuelle. Un homme en civil montre son badge. Une lumière émane de la carte, révélant les contours d'un uniforme de police sur la personne, symbolisant ainsi ses pleins pouvoirs. 21e mythe, l'aveu est la reine des preuves. Cette formule, attribuée au procureur stalinien Vyshynski, est profondément ancrée dans les esprits. Elle donne l'impression fausse que dès l'instant où quelqu'un avoue tout, sa culpabilité est automatiquement établie et qu'il n'y a plus rien à vérifier. Or, la justice moderne fonctionne de manière radicalement différente. Selon la législation en vigueur, les aveux d'un accusé ne peuvent servir de fondement à une condamnation que s'ils sont corroborés par l'ensemble des éléments de preuve recueillis dans le dossier pénal. Autrement dit, vos seuls aveux ne valent rien s'ils ne sont pas étayés par d'autres faits tangibles, témoignages, rapports d'expertise ou encore pièces à conviction. Cette règle vise précisément à protéger les individus contre l'auto-incrimination, qui peut survenir sous la contrainte dans un état de stress intense ou dans le but de disculper un tiers. Si vous vous accusez d'un crime, mais que toutes les autres preuves matérielles indiquent votre innocence, le tribunal est tenu de prononcer un acquittement. Croire en ce mythe est dangereux, car cela peut pousser une personne à s'auto-incriminer en pensant que son sort est déjà scellé. Pour illustrer cela, imaginez les plateaux de la justice. Sur l'un, on pose l'étiquette « aveu ». L'autre est vide, la balance ne bouge pas. Ce n'est qu'une fois que l'on ajoute sur le plateau opposé les poids des preuves, des témoignages et des indices que l'aveu est enfin contrebalancé. 22e mythe. J'ai 14 jours pour retourner n'importe quel article en magasin. C'est l'une des règles de protection des consommateurs les plus célèbres, mais elle est souvent interprétée de manière beaucoup trop large. La loi vous donne en effet le droit d'échanger ou de vous faire rembourser un produit en parfait état qui ne vous convient pas, que ce soit pour une question de forme, de dimension, de style, de couleur, de taille ou d'accessoire. Attention, il y a plusieurs conditions. Premièrement, le produit doit être de qualité irréprochable, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner parfaitement. Deuxièmement, il ne doit pas avoir été utilisé et vous devez impérativement conserver son aspect d'origine, ses propriétés intactes, ainsi que tous les scellés et étiquettes du fabricant. Et troisièmement, et c'est le point essentiel, il existe une liste d'articles qui ne peuvent être ni échangés ni remboursés pour ces raisons. Cette liste comprend notamment les biens techniquement complexes, comme les smartphones et les ordinateurs portables, les articles d'hygiène personnelle, brosses à dents, peignes, les parfums et produits cosmétiques, les sous-vêtements, les médicaments, les livres ou encore les véhicules automobiles. Autrement dit, si vous achetez un smartphone qui fonctionne très bien, mais qu'une fois rentré chez vous, la couleur ne vous plaît plus, il est fort probable que vous ne puissiez pas le rapporter en magasin. Croire à l'universalité de cette règle des 14 jours mène souvent à des frustrations et des litiges avec les vendeurs. Visuel. Un client essaie de retourner une brosse à dents et un smartphone. Le vendeur lui montre une grande liste intitulée « Liste des articles non échangeables » où ces deux produits sont mis en évidence en rouge. Le 23e mythe, s'il m'arrive quelque chose au travail, l'employeur est toujours responsable. Un accident du travail est un événement grave. L'employeur a effectivement l'obligation d'enquêter sur les circonstances et, dans la majorité des cas, de verser des indemnités. Cependant, la responsabilité de l'employeur n'est pas absolue. L'enquête sert à établir les causes de l'incident. S'il est prouvé que l'accident est survenu exclusivement en raison d'une faute lourde ou d'une négligence grossière de la victime elle-même, le montant de l'indemnisation pourra être réduit par le tribunal. Par ailleurs, si la blessure est due à un état d'ébriété, alcoolique ou stupéfiant du salarié, et que cet état n'est pas lié au processus technologique de travail, l'employeur peut même être totalement exonéré de sa responsabilité. De plus,
si le salarié a enfreint les règles de sécurité avec lesquelles il était familiarisé et qu'il a signé, cela sera également pris en compte lors de la détermination du degré de faute. Par exemple, travailler sans casque dans une zone où il est obligatoire est une violation. Croire qu'on peut négliger la sécurité au travail en se disant que l'entreprise paiera pour tout en cas de problème, c'est non seulement insensé, mais aussi dangereux pour sa propre vie et sa santé. Visualisation. Si un travailleur porte son casque et qu'une brique tombe et rebondit dessus, l'employeur verse une indemnisation. Si au contraire, l'employé retire son casque et que la brique lui tombe sur la tête, un point d'interrogation apparaît sur la responsabilité de l'employeur. 24e mythe, l'avocat peut garantir de gagner une affaire à coup sûr. Certains juristes peu scrupuleux, désireux d'attirer des clients, promettent un résultat à 100% ou une victoire garantie. Cette pratique est non seulement contraire à l'éthique, mais elle est formellement interdite par le Code de déontologie professionnelle des avocats. Aucun avocat honnête et compétent ne vous donnera jamais de telles garanties. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que l'issue d'une affaire dépend d'une multitude de facteurs dont beaucoup échappent totalement au contrôle de l'avocat. Il s'agit notamment de la position de la partie adverse, des preuves qu'elle présente, des témoignages qui peuvent changer à la dernière minute, de l'intime conviction du juge ou encore d'une éventuelle évolution de la législation ou de la jurisprudence. Le rôle de l'avocat n'est pas de garantir un résultat, mais de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour défendre les intérêts de son client, rédiger des documents juridiques pertinents, bâtir une stratégie solide, rechercher et présenter les preuves, et plaider de manière convaincante devant le tribunal. Il peut évaluer les perspectives du dossier, mais il ne s'agira toujours que d'une estimation probabiliste, jamais d'une garantie absolue. Croire à la promesse d'un résultat certain peut vous conduire à choisir un professionnel incompétent ou malhonnête, entraînant la perte de votre affaire et le gaspillage de vos ressources financières. L'illustration est simple. L'avocat honnête propose à son client un contrat pour une assistance qualifiée. Le malhonnête, lui, brandit une boule de cristal où est inscrite victoire 100%, un mensonge pur et simple. Mythe numéro 25. Les policiers n'ont pas le droit de m'arrêter si je ne suis pas en infraction. Cette idée reçue est particulièrement répandue chez les piétons. Beaucoup pensent que s'ils marchent tranquillement dans la rue, la police n'a aucune raison de les interpeller et de contrôler leur identité. Ce n'est pas tout à fait vrai. La loi autorise les forces de l'ordre à procéder à des contrôles d'identité dans plusieurs situations précises. Premièrement, s'il existe des éléments permettant de vous soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Il peut s'agir d'un signalement, d'une ressemblance avec un portrait robot ou d'un comportement jugé suspect. Deuxièmement, si les agents ont des raisons de penser que vous faites l'objet d'une recherche, c'est-à-dire si vous êtes recherché par les autorités. Troisièmement, s'il y a lieu de constater une contravention ou une infraction administrative. Par exemple, si vous marchez en titubant et que vous sentez l'alcool, cela peut être considéré comme une ivresse publique manifeste. De plus, des contrôles peuvent être effectués dans le cadre de régimes spéciaux, comme l'instauration d'un plan de sécurité renforcé ou d'une opération antiterroriste. Bref, la police doit avoir un motif légal pour vous arrêter, mais ces motifs sont relativement larges. Le simple fait de dire « je n'ai rien fait » n'est pas toujours suffisant. Votre droit est de vous enquérir poliment de la raison de l'interpellation. Cependant, refuser de présenter vos papiers peut entraîner une rétention ou un placement en garde à vue, le temps de vérifier votre identité. Note pour l'audiovisuel, visualisez le policier arrêtant un passant. Au-dessus du policier, faire apparaître des icônes représentant les motifs légaux, portraits robots, signes recherchés, bouteilles d'alcool barrées. 26e mythe. Si je possède un bien pendant de nombreuses années, il devient automatiquement ma propriété. Ce mythe est lié à la notion de prescription acquisitive, qu'on appelle aussi usucapion, mais elle est souvent mal comprise. Il est vrai que notre Code civil prévoit la possibilité d'acquérir la propriété d'un bien en vertu d'une longue possession. Mais pour cela, une série de conditions très strictes doit être remplie. Premièrement, la possession doit être de bonne foi.
Cela signifie que lorsque vous êtes entré en possession du bien, vous ne saviez pas, ou ne pouviez raisonnablement pas savoir, qu'il existait un autre propriétaire légal. Si vous avez délibérément et illégalement occupé la parcelle d'autrui, votre possession ne sera pas considérée comme de bonne foi. Deuxièmement, la possession doit être publique et ouverte. Vous ne devez absolument pas cacher ce fait aux autres ou aux autorités. Troisièmement, elle doit être continue sur la durée fixée par la loi, 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour les autres types de biens. Et le point le plus important, l'acquisition de la propriété par prescription ne se fait pas automatiquement. Elle doit obligatoirement être reconnue par une décision de justice. Vous devrez donc saisir le tribunal et prouver que vous remplissez l'intégralité de ces conditions. Le simple fait d'avoir utilisé la chose d'autrui pendant longtemps ne suffit pas. Visuellement, imaginez une échelle de temps avec l'inscription 15 ans. Une personne pousse une petite maison vers cette marque. Mais à la ligne d'arrivée, ce n'est pas un titre de propriété qui l'attend, mais le palais de justice, où elle devra encore se rendre pour faire valoir ses droits. 27e mythe, les enregistrements faits par une caméra embarquée ou un téléphone constituent une preuve infaillible devant les tribunaux. Bien sûr, une vidéo est une pièce cruciale et de poids, mais son statut n'est jamais absolu. Le juge évalue chaque preuve selon son intime conviction, qui repose sur un examen complet, objectif et direct de tous les éléments du dossier. Que signifie tout cela concrètement pour votre enregistrement? Premièrement, le tribunal doit s'assurer de son authenticité, c'est-à-dire qu'aucune modification ou montage n'a été effectué. Une expertise technique peut être ordonnée à cet effet. Deuxièmement, il doit déterminer les circonstances exactes de l'enregistrement, quand, où et dans quelles conditions la vidéo a été réalisée. Troisièmement, l'enregistrement doit être pertinent. Il doit montrer précisément les événements qui sont essentiels au déroulement de l'affaire. Par exemple, dans le cas d'un accident de la route, si la vidéo montre clairement l'impact et l'état des feux de signalisation, elle devient une pièce maîtresse. En revanche, si la vidéo est floue, prise sous un mauvais angle ou si elle ne permet pas d'interpréter les événements de manière univoque, sa force probante est diminuée. De plus, le tribunal évalue toujours la vidéo en lien avec d'autres éléments de preuve, les témoignages, le constat d'accident et les conclusions des expertises. Croire qu'un seul enregistrement peut à lui seul décider de l'issue d'une affaire pourrait vous faire négliger la collecte d'autres preuves essentielles. Visuellement, imaginez l'icône de la vidéo placée seule sur un plateau de la balance de la justice. Pour que le plateau bascule en votre faveur, vous devez ajouter les poids de l'expertise d'authenticité, des témoignages et des autres preuves. Mythe numéro 28. L'absence de résistance équivaut à un consentement, en particulier dans le contexte des relations sexuelles. C'est l'une des idées reçues les plus dangereuses et les plus destructrices qui brisent des vies. La législation moderne dans le monde entier évolue vers la notion de consentement actif ou consentement positif. Cela signifie que le consentement à un acte sexuel doit être volontaire, éclairé et clairement exprimé. L'absence d'un non ne signifie en aucun cas un oui. Une personne peut ne pas se défendre en raison de la peur, du choc, de l'impuissance, sous l'effet de menaces ou en situation de dépendance et de vulnérabilité. Tout contact sexuel sans un consentement actif et affirmatif peut être considéré comme un viol ou une agression sexuelle. Le silence, la passivité ou l'absence de lutte physique ne sont pas et n'ont jamais été synonymes de consentement. Le tribunal évaluera l'ensemble des circonstances. La victime avait-elle une réelle possibilité de résister? N'était-elle pas dans une situation de vulnérabilité particulière? Non seulement ce mythe excuse la violence aux yeux de la société, mais il peut aussi conduire devant les tribunaux une personne sincèrement dans l'erreur, pensant que, puisqu'elle n'a pas crié, c'est qu'elle était consentante. Retenez ceci, seul un « oui » est un consentement, tout le reste est un « non ». Aspect visuel, sur un fond sombre apparaît le mot « consentement ». Puis s'affichent et s'éteignent les mots qui ne le sont pas, le silence, l'absence de résistance, l'ivresse, les vêtements provoquants. Le mythe numéro 29, je peux utiliser n'importe quelle photo ou musique trouvée en ligne tant que l'auteur n'est pas mentionné ou qu'il n'y a pas de symbole de droit d'auteur.
C'est une idée reçue qui a la vie dure à l'ère du contenu numérique. Beaucoup croient à tort que si une image ou une piste audio est en accès libre, sans filigrane ni marque visible, on peut l'utiliser comme bon nous semble, pour une présentation sur son site web personnel ou même dans des projets commerciaux. Or, il s'agit d'une violation grave du droit d'auteur. Rappelons que la loi est claire. Le droit d'auteur sur une œuvre naît dès l'instant de sa création. Il n'a besoin d'aucune démarche administrative, enregistrement ou apposition du fameux symbole de copyright, le C cerclé. L'absence de mention de l'auteur ne signifie absolument pas que l'œuvre est sans propriétaire. Elle appartient toujours à quelqu'un, à son créateur ou à son ayant droit. Utiliser du contenu sans autorisation constitue un acte de contrefaçon qui peut entraîner des conséquences très sérieuses. Cela va d'une simple mise en demeure de retirer le matériel jusqu'à une action en justice assortie d'une demande d'indemnisation. Cette compensation peut se chiffrer en montants très importants. Pour une utilisation légale, vous devez soit obtenir une autorisation explicite et directe de l'auteur, soit utiliser du matériel provenant de plateformes qui distribuent leur contenu sous licence libre comme Creative Commons, en veillant scrupuleusement à respecter les conditions d'utilisation spécifiques à cette licence. La conviction que tout ce qui est sur Google appartient à tout le monde peut mener à de très mauvaises surprises financières. Suggestion visuelle, une main s'apprête à saisir une photo en ligne. Soudain, une autre main sort de l'image, attrape la première, et des menottes symbolisant le copyright se referment sur elle. Le 30e mythe. Les dettes de mon proche décédé ne m'incombent pas. Lorsqu'on perd un être cher, les héritiers doivent faire face non seulement au deuil, mais aussi à une foule de questions juridiques complexes. Beaucoup pensent qu'ils n'héritent que des actifs, appartements, voitures, sommes d'argent, et que les dettes du défunt sont comme annulées par son décès. C'est faux. En droit, une succession comprend non seulement les actifs, mais aussi les passifs, c'est-à-dire les dettes du défunt. En acceptant l'héritage, vous l'acceptez dans sa globalité, y compris toutes les obligations financières, prêts bancaires, arriérés de charges ou de loyers, et même les dettes privées contractées auprès de particuliers. Vous ne pouvez pas accepter l'appartement et refuser l'hypothèque qui y est liée. Il y a cependant une nuance capitale. La responsabilité des héritiers est limitée à la valeur des biens qu'ils reçoivent. Autrement dit, si vous héritez d'1 million d'euros de biens, mais que le défunt avait 2 millions d'euros de dettes, les créanciers ne pourront réclamer qu'1 million d'euros. Vous n'êtes absolument pas tenu de rembourser ces dettes sur vos fonds personnels. Mais si vous ne voulez pas gérer cette dette, vous avez toujours le droit de renoncer purement et simplement à l'intégralité de la succession. Pour illustrer cela, imaginez une balance. D'un côté, l'appartement, de l'autre, un sac étiqueté « dette ». La balance s'équilibre, confirmant que l'héritage doit être accepté dans son ensemble. Le 31e mythe, si je donne un pot de vin, seul celui qui le reçoit est responsable. Cette croyance est extrêmement dangereuse, car elle crée une illusion de sécurité pour le corrupteur. Le code pénal prévoit des sanctions sévères, non seulement pour la réception d'un pot de vin, article 290, mais également pour le fait d'en donner un, article 291. Ces deux actions constituent des crimes à part entière. De plus, la peine pour le fait de corrompre peut être très lourde, allant jusqu'à des peines de prison de longue durée, surtout si le montant est conséquent ou s'il s'agit d'une corruption à grande échelle. La loi considère la corruption comme un délit bilatéral, où les deux parties sont coupables. Il n'existe qu'une seule condition d'exonération de la responsabilité pénale pour le corrupteur: s'il a activement contribué à la dénonciation ou à l'enquête du crime, ou s'il a été victime d'une extorsion de pot de vin par un fonctionnaire et qu'il l'a volontairement signalé aux autorités. Dans tous les autres cas, si la preuve du transfert d'argent ou d'autres biens est établie, les deux parties, celui qui a donné et celui qui a pris, se retrouveront sur le banc des accusés. Visuellement, deux mains échangent de l'argent. Simultanément, des menottes se referment sur le poignet de chacune d'elles. 32e mythe, la défense de son honneur et de sa dignité en justice est une démarche longue, coûteuse et inutile. Face à la diffamation ou aux injures, surtout sur Internet, nombreux sont ceux qui préfèrent y renoncer,
pensant que les poursuites n'aboutiront à rien. C'est une idée dépassée. La jurisprudence actuelle se range de plus en plus du côté des demandeurs dans les affaires de protection de l'honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle. Certes, cela exige du temps et des frais d'avocat, mais le résultat peut largement valoir l'investissement. Premièrement, par décision de justice, la partie adverse sera contrainte de rétablir la vérité. Elle devra réfuter les fausses informations diffusées par les mêmes moyens qu'elle a utilisés. Par exemple, en publiant un post rectificatif sur le même réseau social. Ce fait en soi rétablit déjà votre réputation. Deuxièmement, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Les montants peuvent varier, mais le simple fait d'obtenir cette compensation est une mesure d'impact significative. Troisièmement, si les actions du défendeur s'apparentent à de la diffamation, c'est-à-dire la diffusion intentionnelle de fausses allégations, celui-ci peut également être poursuivi au pénal. Ne laissez pas votre image être salie en toute impunité. La collecte de preuves, capture d'écran, témoignages et le recours à un avocat compétent peuvent produire des résultats concrets et bien réels. Visuel, imaginez une personne couverte de boue, symbolisant la diffamation, qui se tient sous une douche portant l'inscription « Décision de justice ». La saleté est en train d'être lavée. 33e mythe, pas de contrat signé, pas de relation de travail. Certains employeurs, notamment dans les petites et moyennes entreprises, choisissent de ne pas formaliser l'embauche de leurs collaborateurs en leur expliquant que le contrat n'est qu'une simple formalité administrative. Quant aux salariés, ils croient parfois qu'en l'absence de documents signés, ils n'ont aucune obligation. C'est une erreur risquée pour les deux parties, mais qui pénalise avant tout l'employé. Or, le Code du travail est clair. Une relation de travail se crée non seulement par un contrat en bonne et due forme, mais aussi par le simple fait que l'employeur vous autorise à commencer le travail, que ce soit implicitement ou explicitement. En d'autres termes, dès l'instant où vous commencez à effectuer vos tâches, à suivre le règlement intérieur et à percevoir un salaire, même payé beau noir ou sous le manteau, la relation de travail est établie même sans aucun papier. Vous êtes donc en droit d'exiger la régularisation de votre situation, le paiement de vos cotisations sociales, vos congés payés et l'accès à toutes les garanties sociales prévues par la loi. La preuve de l'existence de cette relation peut d'ailleurs être apportée devant le Conseil des prud'hommes par des témoignages, des échanges d'emails ou des relevés de paiement. Quant à l'employeur, un tel montage illégal l'expose à de lourdes sanctions de l'inspection du travail, sans parler du redressement des cotisations sociales et fiscales non versées. Imaginez la scène, le salarié arrive sur le site, le patron lui fait un signe de la main pour qu'il commence. À cet instant précis, un lien invisible, mais indissoluble, se noue entre eux. C'est la relation de travail de fait. Mythologie numéro 34. La perquisition et l'inspection, c'est la même chose. Ces deux actes d'enquête sont souvent confondus. Pourtant, il existe une différence légale fondamentale dont la connaissance est essentielle pour protéger vos droits. L'inspection, par exemple l'examen d'une scène, de documents, d'objets ou d'un véhicule, est une procédure qui, en règle générale, ne nécessite pas de contrainte. Par exemple, un agent de la circulation peut vous demander d'ouvrir votre coffre pour une vérification. Vous avez le droit d'accepter ou de refuser, même si un refus pourrait naturellement éveiller des soupçons. L'inspection d'un domicile sans le consentement des occupants est uniquement autorisée dans des cas extrêmement rares ou exceptionnels. En revanche, la perquisition est un acte coercitif visant spécifiquement la recherche et la saisie d'instruments de crime, de documents ou d'objets de valeur. Une perquisition à domicile ne peut être effectuée que sur présentation d'une ordonnance du juge, sauf en cas de flagrant délit ou d'urgence absolue, où l'autorisation est différée. Pendant la perquisition, si vous refusez de coopérer, l'enquêteur a le droit de forcer l'ouverture de tout local fermé à clé ou de toute cachette. Comprendre cette distinction vous permet de réagir de manière appropriée face aux forces de l'ordre. S'ils vous proposent une simple inspection de votre appartement, vous êtes en droit de décliner poliment. S'ils vous présentent un mandat de perquisition, vous n'avez plus la possibilité de faire obstruction. Pour visualiser la chose, imaginez deux portes,
Sur l'une, il est écrit « Inspection » et un policier frappe poliment à côté. Sur l'autre, il est écrit « Perquisition » et elle est défoncée après présentation de l'autorisation judiciaire. 35e mythe. Si je n'ai reçu ni convocation ni notification par courrier, je ne suis pas considéré comme informé. Beaucoup de gens pensent que tant qu'ils n'ont pas signé de reçu pour une convocation judiciaire, une lettre recommandée ou une amende, ils ne sont pas légalement notifiés et n'auront par conséquent aucune conséquence. Cette logique est totalement dépassée. Le droit moderne et la jurisprudence, c'est-à-dire la pratique des tribunaux, reposent désormais sur la théorie de la réception. Qu'est-ce que cela signifie? Si la notification judiciaire a été envoyée à votre dernière adresse de domiciliation connue et qu'elle revient à l'expéditeur avec la mention « délai de garde expiré » ou « le destinataire ne s'est pas présenté », vous êtes quand même considéré comme dûment informé. Le risque de ne pas récupérer le courrier envoyé à votre adresse enregistrée vous incombe entièrement. Le tribunal ne va pas indéfiniment reporter l'audience. Il statuera en votre absence et vous n'aurez connaissance de la décision que lorsque les huissiers de justice prélèveront l'argent directement sur votre compte bancaire. Il en va de même pour de nombreuses amendes, comme celles provenant des caméras de vidéosurveillance. La notification est considérée comme livrée. Si vous ne la payez pas, la dette continuera de s'accumuler. Il est donc impératif de vérifier régulièrement votre boîte aux lettres à votre adresse de résidence et de surveiller les informations sur les sites officiels des services publics, notamment ceux dédiés au recouvrement des amendes ou à la justice. Ignorer la correspondance officielle est une stratégie qui mène directement à de graves problèmes. Visuellement, le facteur dépose la lettre dans la boîte, elle reste là un moment, puis elle est renvoyée au bureau de poste. Pourtant, de cette lettre part un fil invisible vers le juge qui coche la case « dûment notifié ». Coutons. 36e mythe. J'ai le droit de refuser l'accès à mon appartement aux techniciens de service public. Mon domicile est ma forteresse, c'est ce que pense le propriétaire, qui refuse d'ouvrir sa porte à l'électricien, au plombier ou au technicien gaz, venu vérifier les compteurs ou l'état des installations. Ce comportement peut sembler légitime, vu sous l'angle de la protection de la propriété privée. Cependant, il est illégal et peut entraîner de graves complications. La loi oblige le propriétaire à accorder l'accès aux représentants des organismes de service. Cet accès est requis pour inspecter l'état technique des équipements privatifs, réaliser des travaux d'entretien ou réparer des pannes urgentes. Bien sûr, ces agents ne peuvent pas s'introduire chez vous à n'importe quel moment. Ils ont l'obligation de convenir d'une date et d'une heure de visite avec vous au préalable. Néanmoins, si vous refusez l'accès de manière systématique et injustifiée, l'organisme de gestion ou le fournisseur de ressources est en droit de saisir la justice. Le tribunal vous ordonnera très probablement de donner cet accès. Si vous ne respectez même pas cette décision, vous risquez de voir débarquer les huissiers de justice, qui forceront l'accès de manière coercitive. De plus, si un incident survient, par exemple une rupture de canalisation, et qu'il est prouvé qu'il est dû à votre refus d'accès pour l'inspection de l'équipement, l'intégralité de la responsabilité et des dommages matériels vous sera imputée. Description visuelle. Imaginez la scène. Un énorme cadenas barre la porte de l'appartement. Un agent en uniforme brandit une notification, mais la porte reste fermée. Le plan suivant, ce cadenas est scié par un huissier de justice mandaté par le tribunal. 37e mythe. Être témoin lors d'une procédure n'est qu'une formalité. Il suffit de signer et de s'en aller. Lorsque vous êtes appelé à assister à des actes d'enquête, tels qu'une perquisition, une inspection ou une saisie, il peut être tentant de considérer cela comme un simple contretemps agaçant. L'officier vous dit « Signez là, c'est vite fait, et vous serez libre ». Accepter est une erreur monumentale. Un témoin n'est pas un figurant. C'est un acteur essentiel du processus, un observateur indépendant dont la signature atteste la réalité, le contenu et l'issue de l'acte d'enquête. Vous devez surveiller attentivement tout ce qui se passe, ce qui est saisi, comment c'est emballé et ce qui est consigné dans le procès-verbal. Si vous constatez la moindre irrégularité,
vous avez l'obligation d'intervenir et d'exiger que votre observation soit mentionnée au PV. Si vous signez un procès-verbal sans le lire, et qu'il s'avère plus tard que des stupéfiants ont été placés frauduleusement ou que les biens saisis ont été mal décrits, votre signature légitime cette illégalité. De plus, vous pourriez être convoqué ultérieurement devant le tribunal en tant que témoin et vous devrez raconter sous serment ce que vous avez vu. Si vous déclarez n'avoir rien vu et avoir simplement signé, cela pourrait être considéré comme un faux témoignage. Participer en tant que témoin n'est pas une simple formalité, mais un devoir civique sérieux. Visuel. Quelqu'un signe un procès-verbal sans le lire. Une petite bombe à retardement apparaît dans sa signature, symbolisant les conséquences négatives différées. Des 38e mythe, si je commets un crime et que je rembourse ensuite la victime, je ne serai pas puni. L'indemnisation du préjudice causé par une infraction est une démarche très importante, que la loi encourage fortement. C'est une circonstance atténuante majeure et elle sera systématiquement prise en compte par le tribunal lors du prononcé de la peine. Dans certains cas, souvent pour des délits mineurs commis pour la première fois, le fait de coopérer activement à l'enquête et d'indemniser la victime peut même mener à l'abandon des poursuites pénales, soit par le biais d'un repentir actif, soit par la médiation et la conciliation avec la victime. Attention, cela ne se fait pas automatiquement. Le simple fait d'indemniser ne fait pas disparaître l'infraction elle-même. Pour de nombreuses infractions, notamment les crimes graves et les délits majeurs, meurtre, vol à main armée, corruption active ou passive, aucune indemnisation ne vous exonérera de la responsabilité pénale. La peine prononcée pourra être adoucie, mais une sanction sera tout de même appliquée. La décision de classer l'affaire sans suite ou de moduler la peine appartient uniquement à l'enquêteur, au procureur ou au juge, après examen de l'ensemble du dossier. Croire qu'il est possible, par exemple, de voler 1 million, puis, si l'on est pris, de simplement le rendre et d'être quitte, est une erreur dangereuse et totalement déconnectée de la réalité judiciaire. En illustration, le délinquant tend à la victime un sac d'argent, la victime l'accepte, mais le juge qui se tient derrière le délinquant ne disparaît pas. Il remplace simplement son grand marteau par un plus petit, symbolisant un allègement de la peine, mais jamais son annulation. 39e mythe. Il est facile de faire rétablir le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est la période pendant laquelle vous êtes autorisé à saisir la justice pour défendre vos droits bafoués. En général, ce délai est de 3 ans. Beaucoup de gens croient qu'en cas de dépassement de ce délai, il suffit de se présenter devant le tribunal, d'invoquer un motif légitime, et le délai sera rétabli. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Premièrement, le juge ne peut appliquer la prescription que si l'une des parties au litige en fait la demande. Si la partie adverse, le défendeur, n'invoque pas le dépassement du délai, le tribunal examinera l'affaire sur le fond. Or, les défendeurs font presque toujours valoir ce moyen. Deuxièmement, la restauration du délai de prescription n'est possible que dans des cas exceptionnels et exclusivement pour les personnes physiques. La raison de ce dépassement doit être légitime, liée à la personne du demandeur, maladie grave, état d'incapacité, illettrisme, et elle doit impérativement avoir eu lieu au cours des 6 derniers mois du délai de prescription. Les motifs du type « je n'étais pas au courant de la violation de mes droits » ou « j'étais occupé » ne sont généralement pas considérés comme légitimes. Pour les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les délais expirés ne sont presque jamais rétablis. Le dépassement du délai de prescription est l'une des raisons les plus fréquentes pour rejeter une plainte. Par conséquent, traîner à saisir la justice en espérant que tout s'arrange tout seul est le moyen le plus sûr de perdre votre procès. Visuel. Imaginez un train marqué « plainte » quittant le quai. Une personne court après, mais les portes sont déjà fermées. Le juge, sur le quai, lève les mains en signe d'impuissance. Mythe numéro 40. Le contrat de mariage ne concerne que le partage des biens après un divorce. Dans l'inconscient collectif, le contrat de mariage est souvent perçu comme quelque chose de blessant, une marque de méfiance, exclusivement liée au scénario négatif de la rupture conjugale.
En réalité, c'est un outil extrêmement souple et utile qui permet de régir un large éventail de relations patrimoniales entre les époux, et ce, non seulement en cas de divorce, mais aussi durant toute la vie maritale. Le contrat de mariage permet de définir le régime de propriété, qu'il soit communautaire, en indivision ou de séparation de biens, pour l'ensemble du patrimoine ou seulement pour certaines catégories de biens. Par exemple, on peut convenir que l'appartement acquis durant le mariage sera commun, tandis que l'entreprise de l'un des conjoints demeurera sa propriété personnelle. Il est également possible de déterminer les modalités de participation aux revenus de chacun, ainsi que l'organisation des dépenses du ménage. Par exemple, qui prend en charge le crédit immobilier et qui s'occupe des frais de scolarité des enfants. On peut aussi stipuler quels biens seront attribués à chacun des époux en cas de dissolution du mariage. Un contrat de mariage rédigé avec soin apporte de la clarté, prévient les conflits et protège les intérêts patrimoniaux des deux conjoints durant toute leur vie commune, et pas seulement au moment de la séparation. C'est un véritable instrument de planification financière, bien plus qu'une simple assurance anti-divorce. Visuellement, imaginez deux alliances reliées non seulement par un cœur mais aussi par un document affichant stabilité financière. De ce document, des flèches pointent vers des icônes représentant la maison, l'entreprise et les dépenses. Mythe 41. Je peux léguer mes biens à qui je veux et personne ne pourra contester ma décision. La liberté de tester est effectivement un principe fondamental du droit successoral. Vous êtes libre de désigner les bénéficiaires de vos biens, de définir leur part et même de déshériter un ou tous vos héritiers légaux. Cependant, cette liberté n'est pas absolue. La loi prévoit l'existence d'une notion essentielle, la réserve héréditaire. Il s'agit de la portion du patrimoine qui doit impérativement être transmise à une catégorie spécifique d'héritiers, et ce, malgré la teneur de votre testament. Qui a droit à cette réserve ? Il s'agit des enfants mineurs ou invalides du défunt, de son conjoint et de ses parents invalides, ainsi que des personnes à sa charge considérées comme incapables de travailler. Ces personnes héritent d'au moins la moitié de la part qui leur serait revenue en l'absence de testament, par succession légale. Autrement dit, si un père lègue la totalité de ses biens à sa compagne ou conjointe, mais qu'il a un enfant mineur issu d'un premier mariage, cet enfant recevra de toute façon sa part réservataire. Le testament sera alors déclaré nul sur cette portion. Croire à la puissance absolue de votre testament peut donc signifier que vos dernières volontés ne seront pas appliquées comme vous l'aviez imaginé. Pour visualiser la situation, imaginez que le gâteau, l'héritage, est découpé selon les instructions de votre testament. Mais la main de la loi intervient alors pour retrancher une petite part de chaque morceau, formant ainsi une nouvelle tranche intitulée « Réserve héréditaire ». 42e mythe, si je me déclare en faillite, toutes mes dettes sont effacées et je repars de zéro. Bien que la procédure de faillite personnelle permette effectivement de se libérer d'un endettement insoutenable, ce n'est pas une baguette magique qui résoudrait tous les problèmes sans aucune conséquence. Premièrement, la procédure de faillite est un processus complexe, long et coûteux, géré par un administrateur financier. Tous vos biens, à l'exception de votre résidence principale et de certains effets personnels, seront vendus aux enchères pour régler les créanciers. Pendant toute la durée de la procédure, vos comptes seront bloqués et c'est l'administrateur qui gérera vos revenus. Deuxièmement, toutes les dettes ne peuvent pas être effacées. Celles qui ne le sont jamais concernent les pensions alimentaires, les dommages et intérêts pour atteinte à la vie ou à la santé, les salaires impayés, si vous étiez auto-entrepreneur ou aviez une entreprise, ainsi que toute dette résultant d'actes de mauvaise foi de votre part. Troisièmement, des conséquences négatives spécifiques s'appliquent une fois la procédure terminée. Pendant 5 ans, vous aurez l'obligation de signaler votre faillite lors de toute demande de prêt, et pendant 3 ans, vous ne pourrez pas occuper de fonctions de direction dans des entreprises. La faillite est une mesure de dernier recours, et non une solution de facilité pour se débarrasser de ses problèmes financiers. Visuellement, imaginez une personne qui jette son sac à dos marqué « dette ». Cependant, des menottes lui restent aux chevilles sur lesquelles on peut lire 5 ans de déclaration aux banques et 3 ans sans direction. 43e mythe.
Si j'ai un accident de voiture dont je ne suis pas responsable, l'assureur du fautif couvrira la totalité des frais sans aucune difficulté. L'assurance responsabilité civile obligatoire est conçue pour garantir que la victime d'un sinistre obtienne une indemnisation pour les dommages subis. Toutefois, dans la pratique, ce processus est rarement aussi simple qu'on l'imagine. Premièrement, les montants versés par l'assurance responsabilité civile sont plafonnés. Bien que l'indemnisation diffère selon les pays, en l'occurrence 400 000 roubles pour les dégâts matériels et 500 000 pour les dommages corporels, l'idée est la même. Si les dommages réels subis par votre véhicule de luxe s'élèvent à 1 million, la différence, soit 600 000, devra être réclamée directement au conducteur responsable, souvent par une action en justice. Deuxièmement, les assureurs ont tendance à sous-évaluer le montant de l'indemnisation. Le calcul des dommages se fait généralement selon une méthode standardisée prenant en compte la vétusté des pièces. Le montant final que vous recevrez risque d'être insuffisant pour une réparation complète et de qualité. Dans ce cas, vous devrez engager une expertise indépendante et contester le règlement, ce qui peut vous mener jusqu'au tribunal. Troisièmement, l'assureur peut purement et simplement refuser de vous indemniser. C'est le cas si le responsable de l'accident possédait une fausse attestation d'assurance ou s'il a pris la fuite et n'a jamais été identifié. C'est une erreur de croire que l'assureur réglera tout pour vous sans effort. Il est essentiel de rester proactif. Veillez à ce que tous les documents soient remplis correctement, surveillez l'évaluation des dommages et soyez toujours prêt à défendre vos droits. Visuellement, imaginons 2 véhicules accidentés. Un flux d'argent part de la voiture du responsable vers celle de la victime. Cependant, sur son chemin se dresse un filtre portant les inscriptions plafond d'assurance et vétusté des pièces qui ne laisse passer qu'une infime partie de ce flux. 44e mythe. Le syndic est responsable de tout ce qui se passe dans l'immeuble. De nombreux copropriétaires estiment que, puisqu'ils paient des charges, le syndic ou l'association de copropriétaires doit résoudre absolument tous leurs problèmes, allant de l'ampoule grillée dans leur appartement aux nuisances sonores causées par le voisinage. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le cadre de responsabilité du syndic est strictement défini par la loi et par le règlement de copropriété. Il est responsable de l'entretien et de la réparation des parties communes de l'immeuble. Cela inclut la toiture, la cave, les façades, les parties communes intérieures, les ascenseurs et les systèmes techniques comme les colonnes montantes d'eau, de chauffage et d'évacuation. Par contre, tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre logement, les canalisations après le premier robinet de coupure, l'installation électrique, la plomberie, les fenêtres, les portes, relève de votre seule responsabilité en tant que propriétaire. Si vous avez une rupture de canalisation dans votre appartement, c'est vous qui paierez les réparations ainsi que les dommages causés aux voisins du dessous. Si la fuite provient d'une colonne montante commune située dans le plancher, alors c'est la responsabilité du syndic. Concernant les conflits de voisinage, bruit ou tabagisme dans les couloirs, le syndic peut effectuer un rappel à l'ordre ou tenter une médiation, mais il ne dispose d'aucun véritable moyen de pression légale. Ces problèmes doivent être réglés par la discussion entre voisins ou, si nécessaire, en faisant appel aux forces de l'ordre. Note visuelle, un immeuble en coupe. Toutes les installations communes, colonnes, toitures, sont mises en évidence en bleu avec le logo du syndic. Tout ce qui est à l'intérieur des appartements est en rouge, accompagné d'une icône représentant le propriétaire. 45e mythe. Si je suis enregistré à une adresse, on ne peut pas m'expulser. La domiciliation ou l'enregistrement officiel de votre résidence principale, souvent appelée de manière populaire la propisca, est un acte purement administratif. Il confirme le fait que vous vivez à une adresse donnée. Certes, cela vous donne certains droits comme l'accès à des services sociaux, mais ce n'est absolument pas synonyme de droit de propriété ni d'un droit inconditionnel d'habiter les lieux. Si vous n'êtes pas le propriétaire de l'appartement, mais que vous y êtes simplement domicilié, votre expulsion peut tout à fait être décidée par un juge. C'est le cas, par exemple, d'un ancien membre de la famille du propriétaire, un ex-conjoint notamment. S'il n'a aucun droit de propriété sur le logement, le nouveau propriétaire ou votre ancien époux, après un divorce, peut exiger que vous quittiez les lieux.
Il existe des exceptions, bien sûr, notamment pour les enfants mineurs, ou si vous aviez un droit à la privatisation auquel vous avez renoncé. Mais dans la majorité des cas, si vous n'êtes pas le propriétaire, votre droit d'occuper les lieux dépend uniquement du consentement de ce dernier. Dès que ce consentement est retiré, vous perdez votre droit d'usage du bien. La simple déclaration de résidence ne vous protégera jamais d'une expulsion s'il existe une base légale pour celle-ci. Visuellement, on imagine une personne s'accrochant désespérément au cachet de domiciliation sur son passeport, comme à une bouée de sauvetage. Mais le marteau du juge vient fracasser cette illusion, rappelant que la simple déclaration de résidence n'est en rien une garantie de maintien dans les lieux. 46e mythe. La procuration donne le droit absolu de disposer d'un bien comme si c'était le nôtre. Lorsque quelqu'un émet une procuration générale, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un appartement, il est courant que le mandant croit d'avoir effectivement vendu le bien. De même, la personne qui reçoit cette procuration se considère presque comme le propriétaire légitime. Or, ces deux parties se trompent lourdement. Une procuration n'est absolument pas un transfert de droit de propriété, c'est simplement l'autorisation donnée par une personne, le mandant, à une autre, le mandataire, d'accomplir en son nom des actes juridiques spécifiques. Le mandataire est tenu d'agir exclusivement dans l'intérêt du mandant. Il ne peut par exemple utiliser la procuration pour se vendre l'appartement à lui-même ou à son conjoint à un prix sous-évalué. Un tel acte serait considéré comme nul et non avenu. De plus, le mandant peut annuler la procuration à tout moment, mettant fin immédiatement à tous les pouvoirs du mandataire. Mais le point le plus critique, c'est ce qui se passe en cas de malheur. Si quelque chose arrive au mandant, son décès par exemple, la procuration devient immédiatement caduque. Le bien fera alors partie intégrante de la masse successorale. Le pseudo-acheteur qui détenait la procuration se retrouvera sans le bien et, pire, sans son argent. Conclure des transactions immobilières ou automobiles par le biais d'une procuration générale est une manœuvre extrêmement risquée. Imaginez la scène. Une personne remet à l'autre une clé avec un porte-clés symbolisant le document de procuration, sauf qu'un fil très fin relie cette clé à la première personne, un fil qu'elle peut couper à tout instant. 47e mythe. Si mon chef me crie dessus, je dois le tolérer. Après tout, c'est lui le patron. Les relations au sein d'une équipe de travail sont régies non seulement par le droit du travail, mais aussi par le droit administratif et même par le droit pénal. Votre supérieur a le droit de vous donner des ordres, d'exiger qu'ils soient exécutés et d'appliquer des sanctions disciplinaires en cas de faute professionnelle. Mais il n'a absolument pas le droit de vous attaquer personnellement, de vous insulter, de rabaisser votre dignité humaine, ni d'utiliser des injures ou des mots grossiers. Un tel comportement constitue une violation de vos droits fondamentaux. Il peut être qualifié d'injure ou de harcèlement et entraîner des sanctions administratives, voire des amendes. Si ces cris sont accompagnés de menaces, cela peut même justifier une procédure encore plus grave devant les tribunaux. Vous n'avez aucune obligation de tolérer cela. Que faire? Essayez de prouver l'existence de ces insultes, enregistrer la conversation avec un dictaphone ou trouver des collègues témoins. Vous pouvez déposer un rapport écrit à la direction supérieure ou porter plainte auprès de l'inspection du travail. En dernier recours, vous avez la possibilité de saisir la police ou le procureur de la République. La subordination professionnelle ne signifie en aucun cas que vous deviez renoncer à votre dignité humaine. Description visuelle. Un chef crie sur son subordonné, des insultes sortent de sa bouche, mais le subordonné brandit un bouclier sur lequel est inscrit « Protection légale contre les injures et le harcèlement ». Les mots rebondissent sur le bouclier. 48e mythe. Les sociétés de recouvrement peuvent venir chez moi pour saisir mes biens en cas de dette. Les activités des agents de recouvrement suscitent de nombreuses craintes. La principale étant qu'ils puissent s'introduire de force à votre domicile pour inventorier et confisquer vos biens. C'est absolument faux et totalement hors la loi. Les agents de recouvrement sont des employés d'organisations commerciales. Ils n'ont aucune autorité publique ou pouvoir de coercition. Ils ne sont absolument pas des huissiers de justice. Tout ce que la loi les autorise à faire est de vous informer de l'existence de votre dette, vous appeler avec des restrictions précises sur l'heure et la fréquence.
vous envoyer des courriers ou des SMS et vous proposer des options de remboursement. Ils n'ont pas le droit de vous menacer, d'exercer une pression psychologique ou de vous induire en erreur, et encore moins le droit de pénétrer dans votre logement sans votre consentement explicite. Seuls les huissiers de justice, dans le cadre d'une procédure d'exécution et munis d'une décision de justice définitive, sont habilités à saisir des biens pour régler une dette. Si des individus se présentent comme des agents de recouvrement et tentent d'entrer chez vous ou d'emporter des objets, appelez immédiatement la police. Leurs actions pourraient constituer une atteinte à la propriété privée, voire une tentative d'abus de pouvoir ou de vol. Description de la scène. Un agent de recouvrement frappe à une porte. Sur la porte est affiché un panneau « Stop » avec la mention « Entrée autorisée uniquement en présence d'un huissier de justice et sur décision du tribunal ». L'agent lit l'inscription et s'en va. Le 49e mythe, dès lors que j'ai signé un contrat, il est absolument inébranlable et doit être exécuté. Certes, apposer sa signature est un acte sérieux qui donne naissance à des obligations légales, mais cela ne signifie pas que tout document signé devient une vérité sacrée et intangible. La loi prévoit la possibilité d'annuler un contrat. On dit qu'il est soit annulable, soit frappé de nullité absolue, pour toute une série de raisons. Par exemple, si le contrat a été conclu sous l'effet d'une erreur, d'une fraude, de la violence, ou si les conditions étaient particulièrement désavantageuses en raison d'un état de détresse. On parle alors de lésion ou de dol. Un contrat peut également être déclaré nul s'il contrevient à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par ailleurs, dans un contrat, et plus particulièrement dans un contrat de consommation, si certaines clauses portent atteinte aux droits du consommateur par rapport aux dispositions légales, alors ces clauses sont considérées comme nulles et non écrites, même si vous les avez signées. Prenons l'exemple d'un contrat de pressing. Toute clause stipulant que la société de nettoyage n'est pas responsable si elle endommage votre vêtement est illégale. N'ayez pas peur de contester un contrat inéquitable. Si vous estimez avoir été dupé ou que votre situation a été exploitée, vous devez saisir la justice. Imaginez la scène, vous signez un document, mais un juge prend une loupe, examine les clauses écrites en petits caractères, et celles-ci se mettent à fumer et disparaissent, car elles sont tout simplement invalides. Et pour finir, le 50e mythe, les services juridiques sont réservés aux riches ou à ceux qui ont de très graves problèmes. Beaucoup de gens évitent de consulter un avocat, car ils considèrent cela comme un luxe trop coûteux. Ils préfèrent essayer de résoudre leurs soucis eux-mêmes, en se basant sur des conseils glanés sur Internet. C'est comme soigner une maladie grave en lisant des articles sur Wikipédia. Oui, certes, les services juridiques ont un coût, mais les conséquences d'une erreur légale peuvent vous coûter 10, voire 100 fois plus cher. Perte d'un logement, faillite d'une entreprise, poursuite pénale, voilà le prix à payer pour la suffisance. Pour autant, il n'est pas toujours nécessaire de recourir à une consultation coûteuse auprès d'un avocat renommé. Il existe de nombreuses options pour obtenir une aide juridique. Les bureaux d'aide juridictionnelle qui assistent gratuitement certaines catégories de citoyens, les cliniques juridiques universitaires ou encore les services en ligne qui, moyennant des frais raisonnables, peuvent vous aider à rédiger un contrat simple ou une requête. La prévention est toujours moins chère que la guérison. Consulter un juriste à temps avant de signer un document important, de conclure une transaction majeure ou au début d'un conflit peut vous épargner énormément d'argent, de temps et de stress. Investir dans votre culture juridique et dans une assistance légale rapide est l'un des investissements les plus justifiés de votre vie. Visuellement, imaginez d'un côté de la balance une petite pile de pièces représentant le prix d'une consultation juridique. De l'autre une montagne de problèmes, une maison en flammes, une voiture détruite, le marteau du juge. La première assiette fera facilement pencher la balance. Nous y voilà, c'est la fin de ces 50 mythes. Comme vous pouvez le constater, qu'il s'agisse d'une mauvaise interprétation de la légitime défense ou de fausses idées sur nos traces numériques, les pièges juridiques sont partout. Certains de ces mythes semblent inoffensifs, mais y croire peut vous coûter cher. D'autres, et nous l'avons bien montré, peuvent entacher votre réputation et même vous priver de votre liberté. La conclusion principale est simple. Ne vous fiez pas aux rumeurs,
aux films ou aux spéculations trouvées sur Internet. Votre liberté et votre bien-être sont trop précieux pour les compromettre par manque de connaissances juridiques. Renseignez-vous sur les lois et, en cas de situation délicate, n'hésitez jamais à faire appel à des professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo cruciale jusqu'au bout. Si vous avez appris au moins une chose qui pourra vous protéger à l'avenir, alors notre travail n'aura pas été vain. Pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles analyses. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et maintenant, la question principale. Parmi ces 50 mythes, lequel teniez-vous vous-même pour vrai avant de regarder cette vidéo? Indiquez le numéro du mythe ou décrivez-le dans les commentaires. Voyons quelle est la fausse idée la plus répandue. Soyez informés et prenez soin de vous.